Le 28 mars 1995, en plein jour au cœur de Port-au-Prince, l'une des principales figures de l'opposition politique en Haïti est exécutée dans sa voiture. Mireille Durocher-Bertin, avocate brillante, militante féministe et farouche adversaire de Jean-Bertrand Aristide, est abattue de sang-froid sous les yeux des passants choqués. À ses côtés, un homme moins connu du grand public, Eugène Junior Baillargeau. Son client est peut-être la véritable cible de l'attaque. Ce double assassinat soulève une question cruciale. S'agissait-il d'un crime politique orchestré au sommet de l'État ou d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue? Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, il faut d'abord plonger dans le parcours hors du commun de Mireille Durocher-Bertin, une femme dont la mort reste encore aujourd'hui un mystère non élucidé. Mais peut-être pas pour les raisons que vous imaginez. Mireille Durocher-Bertin est née le 28 octobre 1959. Elle fait sa scolarité chez les sœurs de Sainte-Rose de Lima à Port-au-Prince. En 1978, elle suit des cours d'anglais aux États-Unis et en 1980, elle obtient un diplôme de secrétaire. Parallèlement à tout cela, elle entre à la faculté de droit et suit des cours du soir. C'était une grande bosseuse. Elle sort diplômée de la faculté de droit et lauréate de sa promotion. Elle obtient une bourse pour sa spécialisation en France où elle reçoit son diplôme d'études supérieures spécialisé en droit international. Par la suite, elle entre en Haïti et commence à travailler dans différents cabinets d'avocats. Elle va ensuite ouvrir son propre cabinet à Port-au-Prince, plus précisément à l'Avenue du Travail. Elle était spécialisée dans le droit commercial, maritime et administratif. À côté de cela, elle mène aussi une carrière d'enseignante à l'Institut national de gestion et des hautes études internationales, plus connu sous le sigle INAGE. Elle fait ensuite un bref passage au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères où elle occupe le poste de directrice des affaires juridiques. Mireille Durocher-Bertin était engagée dans la cause des femmes et défendait volontiers les femmes démunies qui ne pouvaient pas se payer les frais d'un avocat. Son engagement féministe l'amène à fonder le mouvement pour l'intégration de la femme haïtienne. Mais avec l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, elle va commencer à s'engager davantage sur le plan politique et de manière plus frontale en affichant ouvertement son opposition au mouvement Lavalas. Après le coup d'État du 29 septembre 1991, elle est devenue l'un des principaux porte-parole du gouvernement putschiste, multipliant les déclarations contre le retour de Jean-Bertrand Aristide. Après le retour d'Aristide et le départ de Raoul Cedras, dont elle était très proche, elle poursuit son combat dans l'opposition. À ce moment-là, les soldats américains qui ont accompagné Aristide lors de son retour sont encore dans le pays. Le 24 mars 1995, elle crée son parti politique, le Mouvement pour l'intégration nationale. Quelques jours plus tard, soit le 28 mars 1995, Mireille Durocher-Bertin quitte sa maison vers 15h30 pour se rendre à un rendez-vous au camp militaire américain accompagné d'un client du nom de Eugène Junior Baillargeau. À 15h45, dans un carrefour très embouteillé à l'avenue Martin Luther King, 3 hommes armés ouvrent le feu sur sa voiture. Le véhicule est immobilisé par des tirs dans les pneus. L'un des tueurs monte sur le capot de la voiture et tire à bout portant sur l'avocate et son client. Elle est morte sur le coup et Eugène Junior Baillargeau est également tué. Madame Bertin est retrouvée penchée vers lui, bras croisés sur la poitrine comme si elle tentait de se protéger. Son mari, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, arrive peu de temps après la fusillade. La scène est rapidement envahie par la foule. La police haïtienne, les forces de l'ONU et les militaires américains sont intervenus tout de suite après. Son corps est transporté au camp américain pour une autopsie le 30 mars 1995. Mireille Durocher-Bertin était âgée de 34 ans et mère de 4 enfants au moment de l'assassinat. Donc, après l'assassinat de l'avocate, le président Aristide demande immédiatement de l'aide américaine pour retrouver les assassins. We are asking for help from the Haitian people, the Haitian government, from the international community. And we are getting help from the international community, from the United States, because it's so important to have light
helping us building that state of law. Le porte-parole de l'ambassade américaine, Stanley Schrager, condamne fermement l'assassinat. Mais alors, pourquoi a-t-on assassiné Mireille Durocher-Bertin et qui avait intérêt à la faire taire, surtout 3 jours avant la visite officielle en Haïti du président américain Bill Clinton? Avant d'aborder ces questions, il faut comprendre l'engagement politique de cette avocate et l'engrenage qui conduit à son assassinat. Et vous allez voir que les raisons souvent évoquées pour ce crime ne sont pas si évidentes et qu'il faudrait probablement chercher ailleurs, là où vous n'avez pas imaginé si vous avez un peu suivi cette affaire. Mireille Durocher-Bertin était une opposante farouche de Jean-Bertrand Aristide et proche des militaires putschistes. Elle était conseillère juridique du général Raoul Cédras et chef de cabinet du président de facto Émile Jonnassin. Elle considérait Jean-Bertrand Aristide comme un fou. It was demagogy, all right? And when he realized that he could not face these promises, then he sent them for a civil war. And that's what happened, I guess, in September 1991 when the army sent him away. En 1998, un rapport de la Commission nationale Vérité et Justice la présentait comme étant membre du comité central du groupe paramilitaire FRAPP, aux côtés de Toto Constant, Jodel Chamblin et Alphonse Larens. Mais il faut préciser qu'elle ne s'était jamais identifiée ouvertement comme membre de cette organisation, même si il faut reconnaître que le FRAPP et les militaires putschistes étaient du même camp politique qu'elle. Mais peu importe, qu'elle ait été ou non membre du FRAPP ne peut justifier en aucun cas cet assassinat lâche et brutal d'une militante politique. Mireille Durocher-Bertin s'opposait vigoureusement au retour de Jean-Bertrand Aristide et à l'intervention de l'armée américaine pour installer le leader Lavalas. Après son assassinat, des agents du FBI sont envoyés en Haïti à la demande du président Aristide afin d'enquêter et de faire la lumière sur le crime. La présence des agents du FBI en Haïti est une situation délicate puisque le FBI est une police judiciaire et un service de renseignement intérieur des États-Unis. Comment pourrait-elle être autorisée et sollicitée à enquêter dans un pays étranger et souverain? Le côté ironique de l'histoire, c'est que Mme Bertin était elle-même une grande défenseur de la souveraineté nationale et aurait vu sans doute d'un mauvais œil l'arrivée de ces agents étrangers venus enquêter sur le territoire national. Mais en même temps, comment pourrait-on s'assurer du sérieux et de l'impartialité de l'enquête si elle était menée par des enquêteurs haïtiens qui non seulement manquent cruellement de moyens, mais aussi seraient sans doute intimidés par les autorités politiques et le crime dont il est question ici ressemble à un crime politique. Je dis bien ressemble, et vous allez comprendre pourquoi cette petite hésitation. Les agents du FBI sont donc arrivés à Port-au-Prince le 29 mars 1995. Mais les autorités haïtiennes ne vont pas leur faciliter la tâche. Ils rencontrent de nombreux obstacles. La police haïtienne ne semble pas vouloir coopérer et même l'ambassade américaine s'oppose aux investigations, ce qui est très curieux et soulève pas mal d'interrogations. Pendant quelques mois, les agents du FBI mènent l'enquête sur le terrain malgré les obstacles. En juin 1995, un témoin clé de l'affaire du nom de Pierre Michet, O'Neill Lubin, propose de témoigner contre immunité, exil et protection des Américains. Mais l'administration Aristide bloque l'accès à ce témoin. En octobre 1995, les agents du FBI sont contraints de quitter Haïti sans pouvoir finaliser leur enquête. Selon des éléments de l'enquête du FBI, l'assassinat de Mireille Durocher-Bertin serait un crime politique impliquant des autorités du gouvernement haïtien. Les premiers suspects sont des anciens membres de l'armée et proches du président Aristide. Danny Toussaint, l'un des responsables de la police nationale, démissionne de son poste le 16 janvier 1996 sous prétexte qu'il ne possède pas les moyens nécessaires pour mener à bien son travail. Certains attribueront toutefois sa démission au soupçon que le FBI faisait peser contre lui dans l'affaire Durocher-Bertin. Selon les informations recueillies par le FBI, quelques jours avant le crime, à la mi-mars 1995, Claude Douget, un traducteur haïtien travaillant pour les forces américaines en Haïti, alerte les Américains que 2 frères, Eddie et Patrick Moïse, l'ont contacté pour participer à un complot visant à assassiner Durocher-Bertin. Les 2 frères affirment agir sur ordre du ministre de l'Intérieur de l'époque, Mondésir Beauboin, et disposent d'armes et de véhicules officiels appartenant au ministère.
Le 19 mars, les frères Moïse et 2 complices sont arrêtés alors qu'ils effectuent une espèce de mission de repérage. Eddie et Patrick Moïse sont des militants radicaux d'une organisation dénommée Front des militants réunis. Les frères Moïse seront libérés et innocentés par la justice haïtienne qui ne retient aucune charge contre eux. Au moment de l'assassinat de l'avocate, ils étaient censés être en prison, mais les enquêteurs américains doutent que les frères Moïse aient réellement été incarcérés au moment de l'assassinat. Le 3 octobre 1995, Eddie Moïse déclare que lui et son frère Patrick Moïse n'ont rien à voir avec l'assassinat de Mireille Durocher-Bertin. D'après lui, la mort de l'avocate est la conséquence d'une guerre politique entre démocrates et républicains aux États-Unis. C'est la guerre démocrate avec républicains. Mais nous-mêmes, nous bien regrettons ça. Nous ne pouvons pas entrer dans la guerre démocrate avec républicains parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas ni démocrates ni républicains. Nous sommes des révolutionnaires conséquents. Mais normalement, mon cher est blanc, tout est Madame Bertin. L'armée américaine en mission en Haïti à ce moment-là était informée du complot visant à assassiner l'avocate et en avait informé les autorités haïtiennes qui n'ont rien fait. Le général américain George Fisher écrit le 22 mars 1995 au ministre de la Justice haïtien, Jean-Joseph Exumé, pour lui demander une enquête sur le ministre de l'Intérieur, Mondésir Beauboin, et de prévenir Mireille Durocher-Bertin du danger qui pesait sur elle, mais rien n'a été fait. Justement, le ministre de l'Intérieur, Mondésir Beauboin, serait au cœur du complot qui a abouti à l'assassinat de l'avocate. Selon un article du Washington Post datant du 3 avril 1995, le ministre haïtien de l'Intérieur, Mondésir Beauboin, est soupçonné d'avoir participé au complot pour assassiner Mireille Durocher-Bertin. De son côté, le ministre nie toute implication dans le crime et n'a pas été formellement inculpé. Mais comme on l'a indiqué plus haut, l'enquête du FBI suggère des liens clairs entre lui et les suspects. Un véhicule immatriculé au ministère de l'Intérieur contenant une arme automatique, de l'argent liquide et le numéro privé de Mondésir Beauboin a été retrouvé en possession des frères Moïse au moment de leur arrestation. À ce moment-là, Jean-Bertrand Aristide est sous pression, mais a tout de même refusé de limoger son ministre, malgré les pressions américaines et les conseils de ses propres collaborateurs. Signe d'un malaise diplomatique, lors de sa visite en Haïti, le président Bill Clinton a soigneusement évité, on va dire, le ministre de l'Intérieur, Mondésir Beauboin. L'enquête du FBI révèle également que l'ambassadeur américain en poste en Haïti à ce moment-là, William Lacy Swing, informé par le général George Fisher du complot visant l'assassinat de Mireille Durocher-Bertin, n'a rien fait et aurait même interdit à ses employés d'en parler à l'avocate. Le FBI soupçonne que l'ambassadeur William Lacy Swing a délibérément caché des informations aux autorités américaines. Parmi les personnes présumées impliquées dans le crime, selon le FBI, on peut citer Mondésir Beauboin, le ministre de l'Intérieur. Il est celui qui aurait commandité le meurtre. Il y a également Danny Toussaint, chef de la police. Il serait l'organisateur et le superviseur de l'exécution. Il y a également Pierre-Michel Lubin, membre du commando, celui qui avait demandé protection afin de témoigner. Et il y a surtout le nom des 2 principaux tueurs, Claudie Lacroix et Eddie Arboueur. Eddie Arboueur, c'est le tueur principal, c'est celui qui serait monté sur le capot du véhicule de l'avocate pour l'exécuter. Mais lui aussi sera à son tour exécuté. Jusqu'à présent, vous avez l'impression que Mireille Durocher-Bertin a été assassinée pour des raisons politiques. C'est d'ailleurs ce que retient l'opinion publique de cette affaire. Mais il y a des aspects beaucoup plus profonds à analyser dans ce dossier et qui vont vous étonner. Souvenez-vous que je vous ai dit que Mireille Durocher-Bertin est assassinée en compagnie d'un de ses clients du nom de Eugène Junior Baillargeau. Mais au fait, qui est cet individu et que faisait-il dans la voiture à ce moment-là? Eugène Junior Baillargeau était un pilote privé, client et proche ami de l'avocate qu'elle connaissait depuis longtemps. Pendant l'assassinat, Baillargeau aurait reçu plus de balles que Mireille Durocher-Bertin.
Cela soulève la question de savoir qui était vraiment la véritable cible des assassins. Bayerjo avait la réputation d'être un trafiquant de drogue notoire, impliqué dans des cercles criminels liés à l'ancien régime militaire haïtien. Il appartenait à un réseau de narcotrafiquants ayant prospéré durant la dictature militaire et l'embargo entre 1991 et 1994, période pendant laquelle les cartels colombiens ont solidement établi leurs opérations en Haïti. Plusieurs membres du gouvernement militaire déchu avaient noué des liens directs avec ces réseaux et Bayerjo évoluait dans ces cercles. Cela nous amène à plusieurs hypothèses concernant l'attaque qui a coûté la vie à Mireille Durocher-Bertin et à son client. Bayerjo pourrait avoir été la véritable cible de l'attaque, ce qui suggère un règlement de compte. Le meurtre pourrait être lié à des conflits internes dans les circuits de trafic de drogue ou à une vendetta entre bandes. Et puis, le mode opératoire est typique d'une exécution criminelle de type règlement de compte. La présence de Durocher-Bertin pourrait avoir été un hasard. Elle accompagnait Eugène Junior Bayerjo pour des raisons liées à un litige légal concernant son avion endommagé par des soldats américains. Si l'attaque était effectivement orientée contre Bayerjo, elle serait une victime collatérale dans un conflit dont elle n'était pas l'objet. Donc, selon cette hypothèse, il est possible que l'attaque ait été destinée à éliminer Eugène Bayerjo. Son profil de trafiquant de drogue et la violence spécifique de l'attaque à son encontre renforcent cette hypothèse. La mort de Mireille Durocher-Bertin, bien que politiquement explosive, pourrait bien être accidentelle ou instrumentalisée, dans une affaire davantage liée au réseau criminel de la drogue plutôt qu'à ses prises de position politiques. Mais attention, il ne s'agit là que d'une hypothèse qui a tout de même été prise très au sérieux par le célèbre quotidien américain le New York Times, qui dans un article du 11 avril 1995 a rappelé le profil de trafiquant de drogue d'Eugène Junior Bayerjo et de la possibilité qu'il pourrait être la cible principale des tueurs. Malgré tout, il ne faut pas oublier que l'hypothèse d'un assassinat politique n'est pas pour autant écartée, car l'avocate ne manquait pas d'ennemis politiques dans le camp Lavalas au pouvoir. Jusqu'à présent, la justice haïtienne n'a toujours pas fait la lumière sur ce double meurtre. S'agit-il d'un assassinat politique ou d'un crime lié au trafic de drogue? L'assassinat de Mireille Durocher-Bertin reste un crime sans justice, une enquête avortée, des pistes brouillées entre intrigues politiques et réseaux criminels. L'opinion publique, elle, a longtemps retenu l'image d'une opposante exécutée pour ses idées politiques. Mais à mesure qu'on creuse cette affaire, d'autres pistes émergent, plus troublantes et plus dérangeantes. Et si Mireille Durocher-Bertin n'avait été qu'un dommage collatéral? Et si la cible réelle ce jour-là s'appelait Eugène Junior Bayerjo? Quoi qu'il en soit, ce double meurtre nous rappelle à quel point dans l'histoire d'Haïti, la politique et la criminalité s'entremêlent jusqu'à se confondre. Merci d'avoir suivi cette émission, prenez soin de vous et à bientôt pour une autre page d'histoire. Au revoir.